Imaginez un trésor caché, une source inépuisable de vie et de ressources. Un trésor qui s'étend sur des millions de kilomètres carrés et qui borde presque tout le continent africain. Ce trésor, c'est l'océan Indien. L'Afrique, berceau de l'humanité, se tourne aujourd'hui vers son patrimoine aquatique pour façonner son avenir. Avec 38 millions de kilomètres carrés d'espace maritime et une immense biodiversité marine, le continent s'engage dans l'économie bleue, un modèle qui allie développement durable et l'exploitation raisonnée des ressources. Depuis des millénaires, l'océan a nourri, protégé et inspiré les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, il représente plus que jamais une promesse d'avenir. Des îles comme Maurice, Rodrigue, Seychelles et Madagascar se positionnent en avant-garde, tandis que l'Union africaine trace une vision continentale pour l'avenir des océans. L'océan Indien est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est un moteur de développement, un vecteur d'innovation et un espoir pour l'avenir de l'Afrique. Embarquez avec nous à la découverte du potentiel extraordinaire de l'économie bleue pour les îles de l'océan Indien, la fierté bleue de notre continent. L'économie bleue, en fin de compte, c'est l'économie océanique, mais avec une bonne dose de durabilité. Le MOI, l'Institut océanographique de Maurice, est là pour donner des résultats en termes de recherche qu'on fait, pour soutenir le développement de l'économie bleue à Maurice. Nous avons commencé avec des recherches sur tout ce qui est aquaculture, parce qu'il y avait un plan de travail qui a été réalisé en 2013, où il y a 7 différents piliers de l'économie bleue qui a été observé et dans laquelle on voudrait travailler. Et ces 7 différents secteurs-là, il y a par exemple l'énergie renouvelable, il y a l'aquaculture, il y a la communication, tout ce qui est maritime, shipping. Et puis ça, nous avons aussi les ressources minières, pétrole, etc., qui forment partie de ces différents piliers de l'économie bleue. L'Union africaine a placé l'économie bleue au cœur de ses priorités. À travers des documents stratégiques comme l'Agenda 2063, elle encourage les pays membres à exploiter les océans pour réduire la pauvreté, protéger l'environnement et renforcer la coopération régionale.
L'économie bleue en Afrique a pris un tournant décisif lors de la conférence sur l'économie bleue durable tenue à Nairobi, au Kenya en 2018. Suite à cela, en 2019, la stratégie de l'économie bleue en Afrique a été officiellement adoptée, devenant un pilier essentiel de l'agenda 2063. Cette stratégie vise une économie bleue inclusive et durable, capable de transformer le continent grâce à des initiatives ciblées. La stratégie de l'économie bleue en Afrique n'est pas seulement un guide pour les gouvernements. Elle est un outil pour unir les efforts des communautés, des institutions régionales et des entreprises privées autour d'un objectif commun, celui d'un développement durable basé sur les océans. L'agenda 2063 de l'Union africaine, intitulé L'Afrique que nous voulons, met en avant l'importance de l'économie bleue, de la pêche et de la protection des ressources marines pour le développement durable du continent. L'agenda 2063 identifie l'économie bleue comme un moteur essentiel pour stimuler la croissance économique en Afrique. L'agenda souligne la nécessité de préserver la biodiversité marine et de promouvoir des pratiques durables, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer des emplois à travers notamment le développement de l'aquaculture et la pêche durable. Pour concrétiser sa vision, l'Union africaine travaille avec ses États membres et des partenaires internationaux afin de promouvoir des solutions innovantes et renforcer les capacités locales. Des consultations inclusives et des études de terrain menées dans 13 pays africains, dont Maurice, les Seychelles et l'Égypte, ont permis de définir les priorités régionales. La vision de l'Union africaine pour une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable est mise en œuvre par les îles de l'océan Indien. À Maurice, l'économie bleue est une priorité nationale. L'île s'appuie sur la pêche, le tourisme côtier, l'aquaculture et les énergies renouvelables pour diversifier son économie. Il y a un plan Aquacol qui a été créé par le ministère et par une autre institution à Maurice. Et nous, dans ce plan de travail-là, il y avait pas mal de sites. On avait comme si déjà identifié pour faire la culture de différentes espèces d'organismes marins. Et ces différentes données-là ont été mises sur notre site web pour que les investisseurs potentiels puissent avoir une idée qu'est-ce que nous avons comme site pour développer l'aquaculture à Maurice. On a commencé à faire une liste des poissons qu'on a dans nos eaux, surtout les poissons commerciaux. Et à ce moment, on a utilisé une technique, c'est-à-dire la génétique et la morphologie des poissons pour faire la taxonomie, c'est-à-dire pour réidentifier, pour faire connaître en ce moment-là quels sont les poissons que nous avons. Parce que si on ne sait pas quelle est les espèces de poissons que nous avons, on ne peut pas gérer nos stocks de poissons. Donc on a commencé à faire ça avec les poissons, on a fait avec les mollusques, on a fait avec les concombres de mer, qui sont des espèces quand même commerciaux. Et avec ces différents listes-là, c'est là comme ça pour pouvoir, encore une fois, gérer notre système d'une façon durable. Nous sommes aussi du côté de développement des ressources. Nous avons commencé un projet depuis 2004 sur évaluation des potentiels de nos organismes marins de la production de substances qui peuvent être utilisées pour produire des médicaments contre le cancer, contre Alzheimer, contre le diabète. Et là maintenant nous avons une liste des extraits et aussi d'une substance isolée des éponges marines de Maurice. Et ces substances-là ont démontré des activités contre pas mal de cellules cancéreuses. Et on compte aller plus loin avec ça pour avoir peut-être un jour des médicaments qui sont issus de nos eaux ici à Maurice. En même temps, la MOI produit des cartes qu'on appelle le GIS, Geographical Information System. Et ces cartes-là, on a pas mal de données concernant les activités
physiques, biologiques et chimiques autour de la côte de l'île Maurice. Ce sont des cartes GIS qu'on offre à tous ceux qui veulent comme si avoir des réponses à certaines activités qui se passent pour voir si ça peut être réalisé ou pas dans certains secteurs autour de l'île. L'océan représente des possibilités innombrables de développement économique. Aujourd'hui, les jeunes veulent être partie prenante de cette nouvelle économie océanique. Le tourisme est l'un des aspects de développement privilégiés avec toujours de nombreuses opportunités pour les îles. Le village du Morne, au sud de Maurice, est connu pour abriter le site patrimoine mondial de l'UNESCO, symbole de la lutte des esclaves. Le village est aussi un haut lieu du tourisme. Des jeunes se sont lancés dans des écoles de kitesurf et aussi des centres de plongée. En fait, moi je m'appelle Nikesh, j'habite à Bellombre et mon métier c'est ça, je suis skipper professionnel. Bon, ici c'est notre centre de plongée, moi je travaille dans un centre de plongée. Notre compagnie s'appelle Easy Dive et on est plus sous l'eau que sur l'eau. Ça veut dire sous l'eau qu'on part pour une plongée, plusieurs niveaux, plusieurs qualifications aussi et plusieurs profondeurs aussi. Ça veut dire ici qu'on plonge avec. Ça veut dire ici on fait la plongée bouteille. Une plongée bouteille c'est quoi? Ça veut dire ici on passe par l'initiation. Si vous êtes débutante, on passe par la piscine, on montre c'est quoi la plongée. Après, une fois la piscine terminée, on part en mer avec une baptême de 30 à 35 minutes. Et ça dure, c'est une profondeur de 5 à 7 mètres. Et ici, il y a plein de trucs à voir. Le monde, c'est déjà un village reconnu à travers le monde. Parce que ça, même le montagne, il est protégé par l'UNESCO aussi. Et le monde ici, ici c'est plus, vous voyez la mer, surtout dans la côte de cette région-là, c'est notre guette. Ici, dans cette région-là, on peut dire majorité de personnes travaillent sur la mer comme skipper, d'autres comme guide, et toujours sur la mer. C'est l'île Maurice. Welcome. En fait, ça expo-là, on a découvert ça comme je peux travailler à l'époque à la case nautique à Bellombre. En 2004, je vois 2004 travailler à la case nautique, côté bateau et tout. Et puis, j'ai vu le cadre commencer à apparaître un petit peu. Et puis, j'ai vu un pote à moi qui pratiquait ça un petit peu. Je dis, mais pourquoi je ne me lance pas dedans, tu vois? Et aujourd'hui, là, je fais ça mon métier et j'ai mon école pour moi. Et puis le spot ici, c'est un spot vraiment super pour les gens à prendre parce qu'on a pied partout. Tu vois, comme tu vois, on a un beau panorama, on a le monde derrière, on a 7 places pour tout le monde et aussi on a plus de spots pour naviguer. On a un spot, on peut naviguer un peu plus bas, tout dépend quand les gens veulent aller dans les vagues et tout, ils ont un peu plus meilleur niveau. Mais les débutants, les gens qui savent naviguer un petit peu, qui ne sont pas trop autonomes, mais c'est la zone idéale pour pratiquer. Le monde ici, c'est vraiment un endroit vraiment super, ça attire beaucoup de touristes. Et côté économie, tout ça pour nous, et c'est un gain-pain aussi pour nous si on préserve le spot comme il faut. On respecte la nature, exactement, on ne jette pas des bouteilles, on ne fait pas les désordres, on ne met pas le feu à les arbres. Mais automatiquement, c'est l'endroit vraiment, le monde, c'est vraiment top pour découvrir en fait, pour venir à Maurice. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, mon école est basée ici à l'île Maurice, s'appelle Paradise Kitesurfing Mauritius.
mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mauvais nan. Mon maman, oh, mais mon gars vini, mon maman. Dans les mois de décembre, choses de grands et devant partout. Mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mauvais nan. Mon maman, oh, mais mon gars vini, mon maman. Dans les mois de décembre, choses de grands et devant partout. Mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mauvais nan. Mon maman, oh, mais mon gars vini, mon maman. Dans les mois de décembre, choses de grands et devant partout. À Rodrigue, petite île autonome de la République de Maurice, l'économie bleue est vécue à petite échelle, mais avec une grande ambition. L'île aux cocos, sanctuaire pour les animaux marins, est un symbole de cette harmonie entre écologie et économie. Tout ça, c'est la vie, hein, c'est cette nature, cette richesse, cette diversité. Tout ça, c'est la vie et c'est bien que les Rodriguais le préservent. Rodrigue, c'est la tranquillité, c'est paisible, c'est joli, c'est sauvage. C'est ça qui va attirer Rodrigue. J'étais très surpris de la quantité, du nombre d'oiseaux, en tout cas sur l'île. On dit l'île aux oiseaux, mais on est loin de se douter qu'il puisse y en avoir vraiment autant, quoi. Et puis c'est une île paradisiaque un peu, hein. Et la barrière de corail d'un côté, l'île, le sable blanc, le sable fin, voilà, magnifique, quoi. Hervé est un jeune skipper qui profite de l'intérêt des visiteurs pour cet îlot pour gagner sa vie. Travailler à la faire un an, là. À demander mon permis depuis l'année passée. Il partage quotidiennement sa joie de vivre avec les clients durant le trajet. La petite île de 108 km² place l'écotourisme au cœur de sa stratégie promotionnelle. L'économie bleue, à Rodrigue, on doit dire que c'est un pilier de l'économie. On doit être franche là-dessus parce que c'est pas que le secteur du tourisme qui en bénéficie, parce que c'est une chaîne. Pour que le secteur touristique en bénéficie, on doit avoir cette chaîne où on a les pêcheurs, les piqueuses de riz, tout ça, mais on a aussi l'activité. Donc, on doit dire que si on fait une proposition, on peut dire que quand même, une bonne partie de la population bénéficie en général de l'économie bleue. Si on ne travaille pas sur notre stratégie de promotion comme il se doit, on va être victime de notre succès et on va se retrouver avec un tourisme de masse. Mais le défi pour nous, c'est de bien structurer le développement touristique en parallèle, en accord avec l'environnement et un tourisme durable. Après qu'il y ait un cyclone passé, bien sûr, les oiseaux connaissent d'avance quand il y a un cyclone peut venir. Tous les oiseaux aller. L'île aux cocos, c'est l'un des sites les plus visités à Rodrigue. Et les touristes viennent ici, donc ils ont entendu parler de l'île aux cocos. Et beaucoup pensent que c'est l'île aux cocos, c'est les cocotiers, ils vont boire de l'eau coco, il y aura des cocotiers, mais non, mais les cocos, c'est les œufs. En langage marin, ça veut dire coco. C'est pour cela que l'île s'appelle l'île aux cocos. Eh bien, ils viennent ici parce que c'est une réserve naturelle. Et les oiseaux sont en liberté, les touristes peuvent marcher parmi les oiseaux, on a une belle plage, les sables sont très fins, très blanches et la mer elle est superbe. Donc les gens peuvent nager, peuvent faire du snorkeling tout près de la barrière de corail. Et donc le soleil est toujours au rendez-vous ici. L'île aux cocos est gérée par Discovery Rodrigue, donc c'est une compagnie privée. Donc déjà moi-même je travaille sur l'île aux cocos, donc j'ai mon revenu à travers de ce métier. Et puis il y a les tours opérateurs ou bien les bateliers, ils ont un bateau, ils emmènent les touristes ici, donc ils arrivent à gagner leur vie à travers de cette activité. Un développement à long terme nécessite une utilisation judicieuse et raisonnée des ressources tout en assurant sa durabilité. Des jeunes professionnels rodriguais ont mis sur pied une ONG pour assurer une gestion et une exploitation durable des ressources. L'ONG Terre-Mer Rodriguez a parmi ses projets la gestion durable de l'îlot Gombrani au sud de Rodrigue. Cet îlot fait partie d'un circuit très prisé par les visiteurs appelé les îles du Sud.
L'ONG a notamment soumis un dossier pour que l'îlot Gombrani obtienne le label Smilo, un label international qui récompense les îles qui mettent en œuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité terrestre et marine, réduire l'impact environnemental lié aux activités humaines et valoriser les ressources naturelles. Direction Madagascar. Quatrième plus grande île du monde, c'est un trésor de biodiversité et un carrefour de richesses marines. Avec ses 5000 km de côte, ses récifs coralliens, ses mangroves et ses vastes zones marines, l'économie bleue représente un potentiel immense pour ce pays, mais également un défi colossal. Si on parle un peu de l'historique du département de l'économie bleue à Madagascar, donc en 2015, on a essayé de mettre en place une structure qui va répondre à la fois de tout ce qui est affaires maritimes et du développement des actifs océaniques. On s'occupe principalement de tout ce qui est promotion de l'économie bleue, dont je suis le directeur de la promotion de l'économie bleue, mais il y a aussi tout ce qui est planification spatiale marine et gouvernance de l'océan. Donc il y a à notre département une direction de la planification spatiale marine et de la gouvernance de l'océan. Il y a les secteurs traditionnels, il y a la pêche, l'aquaculture, le transport maritime, mais il y a aussi les secteurs émergents dans le tourisme bleu. Il y a aussi tout ce qui est pharmacologie marine, donc la technologie marine, il y a les énergies renouvelables. Donc Madagascar s'est inspiré à la fois de cette potentialité, mais aussi de l'engouement de l'international sur l'économie bleue. Donc, on s'est aligné sur l'économie bleue de l'Union africaine, on s'est aligné sur le plan d'action régional de la COI, de la Commission de l'océan Indien, et il y a aussi les différentes stratégies au niveau de la COMESA, de la stratégie qui parle de l'économie bleue. Donc, en tout, Madagascar ne s'est pas éloigné de l'économie bleue de l'Afrique, mais s'est intégré dans le mouvement de l'économie bleue qui est en marche maintenant dans le continent africain. Donc, le financement de la stratégie, et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est en prospection des mécanismes de financement durable de la stratégie nationale de l'économie bleue. Pour des millions de Malgaches, l'océan est une source essentielle de subsistance. La pêche artisanale représente 80% de l'activité halieutique du pays et alimente directement les foyers en protéines, tout en générant des revenus pour les communautés côtières. Mais l'économie bleue à Madagascar n'est pas sans défi. Les impacts du changement climatique, comme la montée des eaux et la dégradation des récifs coralliens, menacent les moyens de subsistance des communautés. La pêche est traditionnellement la première activité vers laquelle les Malgaches vivant dans des zones côtières se tournent. Au village de pêcheurs à Ifat, ils dépendent tous de la mer pour vivre. Depuis des générations, ils fabriquent traditionnellement des petites pirogues qu'ils utilisent pour pêcher. Mais aujourd'hui, les ressources diminuent à cause de la surpêche et des effets du changement climatique. Après presque une journée en mer, les pêcheurs remontent les filets qui sont presque vides. Les côtes se dégradent à vue d'œil, alors que les villageois tentent de se protéger en installant des barrages de fortune avec des moyens parfois dérisoires. Pour répondre à ces défis, Madagascar a mis en place des aires marines protégées couvrant près de 17% de ses eaux territoriales.
Ces zones permettent de préserver la biodiversité, de restaurer les habitats marins et d'assurer des stocks de poissons pour les générations futures. À travers le projet Ecofish, l'Union européenne aide les communautés de pêcheurs à mieux préserver leurs ressources. Des projets de plantation de mangroves et des formations pour les pêcheurs permettent de protéger durablement les ressources tout en assurant le renforcement des capacités des pêcheurs. Madagascar ne se contente pas de protéger ces ressources, elle les valorise aussi. La compagnie Copefrito est un acteur clé dans le secteur de l'économie bleue, générant des milliers d'emplois et des revenus d'exportation significatifs. Il n'y a pas de difficulté particulière, on a un peu plus de concurrence évidemment qu'il y a 30 ans, même si ça reste relativement raisonnable. Les pêcheurs, la concurrence a du bon parce que pour les pêcheurs, ils ont le choix de vendre à plusieurs acheteurs. Et on n'a pas de tension particulière avec les communautés de pêcheurs. On essaye en ce moment davantage de les formaliser, de les professionnaliser à travers des associations qui vont permettre de les enregistrer, parce qu'aujourd'hui beaucoup de pêcheurs ne sont pas identifiés aux yeux de l'administration ou aux yeux des pouvoirs publics. Donc l'idée, c'est un peu de pouvoir formaliser ces pêcheurs, les professionnaliser et à travers ces associations avoir des actions, par exemple pour remettre du matériel de pêche ou pour leur fournir des équipements nécessaires à leurs activités. Aujourd'hui, Copefrito, c'est à peu près 1000 tonnes d'achat de fruits de mer par an, à peu près la moitié sur le crabe, 300 à 400 tonnes sur le poulpe, et le reste, c'est le calmar, le poisson et un petit peu de langouste. Ça fait plus de 30 ans qu'on apporte des revenus dans les villages de la côte sud-ouest de Madagascar. Aujourd'hui, je vais parler en arrière, mais c'est 6 milliards d'ariards qui sont dépensés chaque année pour acheter les produits des pêcheurs. C'est donc 6 milliards, soit 1 200 000 euros à peu près, qui sont injectés chaque année dans l'économie villageoise comme source de revenus pour les pêcheurs et leur travail. Et donc on contribue depuis plusieurs dizaines d'années maintenant à cette économie bleue de façon pleinement engagée, responsable. On essaye de voyer sur la durée. J'ai quelque chose que j'essaye de dire souvent, c'est que Copefrito travaille depuis 30 ans avec les pêcheurs et on souhaite encore être là dans 30 ans. Et quand on a comme ça une activité passée et une vision sur le futur, on doit aussi avoir une vision responsable et engagée pour préserver la ressource et préserver aussi l'activité de pêche. Aujourd'hui, principalement, ces produits sont achetés pour être revendus à l'exportation sur les marchés européens et un petit peu les marchés de l'océan Indien et du Pacifique. Donc des marchés à haute valeur ajoutée, ce qui permet d'avoir un prix d'achat auprès des pêcheurs plus élevé que si ces produits étaient destinés par exemple au marché local. Ensuite, une fois que ces produits arrivent à Tuléar, ils sont traités dans notre usine qui est aux normes de l'Union européenne et qui a l'autorisation d'exporter vers l'Union européenne. On a réfléchi au sein de Copefrito comment diversifier les revenus des pêcheurs et on a créé des unités parallèles pour la culture d'algues en mer et pour l'aquaculture de concombres de mer. Et aujourd'hui, ces activités se sont développées et ont donné naissance à des sociétés qui sont Ocean Farmer et Indian Ocean Trepang et qui travaillent dans les mêmes régions que nous pour la culture d'algues et pour l'aquaculture de concombres de mer. Et ce sont deux activités que les pêcheurs ont petit à petit appris à maîtriser et qui ont permis de développer leurs revenus et de diversifier aussi leurs compétences.
Si les femmes ne sont pas nombreuses à aller en mer pour pêcher, elles sont néanmoins très engagées dans le secteur. Principalement issues de 12 régions de la Grande Île, plus de 8500 femmes sont regroupées au sein de 118 associations qui forment partie du RENAFEP, le Réseau national des femmes de la pêche. Le RENAFEP MADA ou le Réseau national des femmes de la pêche à Madagascar. C'est une organisation qui regroupe toutes les associations des femmes œuvrant dans le secteur pêche, c'est-à-dire les femmes qui travaillent exactement dans ce secteur, comme les femmes pêcheuses, les femmes marieuses, les femmes transformatrices, les femmes piscicultrices, sans exception. Donc, c'est les associations qui sont membres de notre organisation. Nous avons trouvé beaucoup de femmes dans le littoral qui s'exercent dans l'activité qui touche à la mer. C'était parce que c'est facile de travailler avec, mais c'est le seul moyen que les femmes peuvent utiliser ou que les femmes peuvent employer. Par exemple, c'est facile pour les femmes d'être une marieuse parce qu'il suffit juste de payer le carte marieuse. Des fois, ils ne paient même pas. Il suffit juste d'avoir une cuvette et un seau ou une petite somme et elle arrive à acheter des poissons et les revendre. C'est pour ça qu'on a une idée de le regrouper dans une association pour les aider, les donner, de les former, comment travailler avec le produit de mer, surtout dans la post-capture. Parce que c'est là qu'on intervient, les femmes, c'est le post-capture. Parce que dès que les hommes arrivent de leur bateau venant de la mer, c'est les femmes ce sont les femmes qui sont les premiers responsables du produit, leurs maris ou bien leurs enfants. Donc les femmes participent beaucoup. Les hommes, c'est juste pour aller à la pêche. Mais après la pêche, c'est fini le travail des hommes. À partir du moment où le bateau ou leur embarcation arrive au bord de la mer, c'est les femmes qui prennent en charge le produit. Madagascar joue aussi un rôle actif sur la scène internationale. En partenariat avec des organisations comme l'Union européenne, la Commission de l'océan Indien et des ONG, le pays bénéficie de soutien important pour le développement de son économie océanique. La pêche à Madagascar, actuellement, c'est considéré par le gouvernement comme un secteur qui devrait être un des piliers du développement de Madagascar, la pêche dans le cadre de l'économie bleue. Et donc, pour nous, nous sommes actuellement en train de développer et mettre en œuvre tous les outils de gestion et les politiques, documents politiques pour la pêche, pour gérer la pêche, pour une gestion durable du secteur. Nous avons une pêche artisanale. Nous l'appelons une petite pêche qui est très active parce qu'on estime dans les 150 000 personnes, les petits pêcheurs directement qui pêchent à Madagascar. Et pour nous, la petite pêche, c'est vraiment une pêche avec des petites pirogues de 4 ou 7 mètres et qui utilisent des moteurs moins de 15 chevaux. Mais la plupart utilisent juste des petites pirogues. Et donc, cette communauté-là est éparpillée sur toute la côte de Madagascar qui fait 5300 km de long. Et donc, nous estimons actuellement qu'il y a dans les 242 000 personnes qui sont impliquées directement dans la petite pêche. Ça va donc dans le secteur amont jusqu'en aval. La petite pêche, là, ça fait vivre dans les 1 500 000 personnes à Madagascar, ou des livrants des licences de pêche pour les navires étrangers pour effectuer la pêche au thon à Madagascar. Et ils pêchent uniquement donc le thon à Madagascar. Contribution économique des navires étrangers, en fait, il y a plusieurs formes. Tout d'abord, pour l'État, par exemple, nous percevons des redevances. Des redevances qui vont servir à effectuer des investissements publics dans la création, la construction des infrastructures liées à la pêche. Nous avons un défi par rapport à la durabilité du stock. Nous avons pu
avoir des cadres de collaboration avec plusieurs entités internationales. Si je ne cite que la Global Fishing Watch, nous avons une coopération avec Fishery Africa, nous avons une coopération avec Centre de contrôle de SADC. Donc au niveau régional, Madagascar est vraiment doté de tous les outils pour aider dans la pêche guinéenne. Et à titre d'exemple, pour cette année, nous avons attrapé quelques navires étrangers dans nos eaux en train de pêcher, donc illégalement. Si l'océan Indien veut développer davantage l'économie bleue en lien avec les objectifs continentaux énumérés dans l'agenda 2063, la formation et la recherche sont des éléments essentiels pour y arriver. À Madagascar, l'Institut halieutique et sciences marines joue ce rôle en formant des jeunes et aussi en faisant des recherches pratiques. Les résultats servent à guider les autorités gouvernementales dans leurs initiatives et projets de développement. L'économie bleue, elle est très très importante pour moi personnellement. Et c'est pour ça que je voudrais bien continuer mes études dans la biodiversité pour essayer de contribuer à cette protection. En tant que jeune, je veux vraiment que ce secteur soit vraiment protégé, non seulement par la population, mais aussi par nous les étudiants et aussi par les États, mais aussi par toutes les populations, même ceux qui ne vivent pas. Comme par exemple dans les hauts plateaux. L'Institut halieutique des sciences marines est créé en 1992 suite à l'union de 3 unités de recherche. Et maintenant, on a comme objectif la formation et la recherche. On a 2 parcours. Il y a le parcours pêche, aquaculture et le contrôle qualité. Il y a le parcours gestion de la biodiversité marine. La plupart de nos recherches est vraiment axée dans cet domaine halieutique et bien sûr avec les aides de nos partenaires parce que maintenant avec les différents thèmes qui existent, il faut des partenaires. Il y a aussi les différents partenaires de l'extérieur qui sont intéressés, donc on est ouvert à tout partenaire et c'est pour cela que on peut avancer dans ces différents domaines. Dans le domaine de la formation, dans le domaine de recherche, par exemple, je vais vous citer quelques matières qu'on donne aux étudiants ici. Il y a l'aquaculture, par exemple. On donne beaucoup de leçons sur l'aquaculture, mais surtout de pratique. Et moi, je voudrais insister un peu sur le fait qu'ici, à l'IFSN, la plupart du temps, les étudiants sont sur terrain. On donne l'un tiers juste de la cours théorique et le reste, je parle beaucoup de la pratique. Donc, par exemple, on a l'aquaculture. Donc, on a la pêche. Il y a aussi si on parle de l'aquaculture, c'est beaucoup l'algoculture, l'holoturiculture, la pisciculture. Donc, c'est vraiment dans l'économie bleue. Hein. Et on a aussi un 3e parcours qui est l'écotourisme. Donc, qui fait partie de l'économie bleue. Donc, pour renforcer tout ça, un laboratoire d'écosystème de carbone bleu dont je dirige, donc qui participe beaucoup sur ce thème. Donc, là-dessus, on travaille sur la mangrove, sur les herbiers marins, qui sont réputés pour la séquestration 4 à 5 fois plus par rapport aux forêts terrestres. Donc, tout ça, c'est notre contribution à cet thème d'économie bleue. Pour nous, notre participation, c'est on donne du service pour le développement. La recherche n'est pas négligée non plus à l'île Maurice, notamment dans le secteur énergétique. À l'Université des Mascareignes, Dr Jay Durga et son équipe cherchent également des solutions aux problèmes dont le secteur fait face, alors que l'Institut Océanographie de Maurice fait des recommandations au gouvernement basées sur des éléments scientifiques. Le potentiel est actuellement énorme, si je veux bien le dire, parce que quand même, si on regarde nos petites îles, donc on est entouré par l'océan, donc un vaste océan. Pour le développement de ces énergies renouvelables, il y a beaucoup d'emphase qui est mise, par exemple, par rapport à ces petites îles pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne.
Mais le souci, c'est que ces petites îles sont limitées par rapport à la superficie qu'on peut développer. Donc à ce moment, peut-être qu'il faut se tourner vers l'océan, qui quand même, on a un vaste océan qu'on peut développer. Donc peut-être qu'il faut que nous nous tournons vers, par exemple, l'énergie par rapport au wave energy, par rapport, il y a d'autres sources d'énergie, par exemple le ocean thermal energy, donc le tidal energy. Donc toutes ces formes d'énergie représentent quand même une source d'énergie assez conséquente. Mais aussi, plus que cela, on a aussi fait une étude par rapport au potentiel du offshore wind energy. Si ces petites îles veulent se tourner vers la mer, donc la première étape, c'est quand même de collaborer, c'est quand même d'avoir un renforcement de capacité en termes de pouvoir intégrer ces formes d'énergie dans les petites îles. Nous avons commencé en 2020 sur un projet, vraiment, on a fait un prototype pour voir comment on peut utiliser l'énergie des vagues en le transformant en énergie électrique. Et on l'a fait là, juste à côté de l'institution, parce que nous sommes vis-à-vis de l'océan. Et là, devant chez nous, il n'y a que l'océan, il n'y a pas de récif, donc il n'y a pas de lagon. Nous sommes en plein océan. Donc, on avait fait une installation qu'on a laissé flotter là, et on a pu produire de l'électricité. On n'a même pas tenté l'installation. Et de ce fait, on a démontré que c'était un low cost, c'est-à-dire à prix vraiment très très bas, on a pu faire cette démonstration. Et on pense que avec un régime des vagues très très basse comme on a ici, on va pouvoir produire de l'électricité. Et simplement, il faut, comme on dit en anglais, scale up, avoir plusieurs modules, on va pouvoir le faire. Notre rôle, c'est de prouver qu'on peut le faire. Maintenant, de le développer plus, c'est pas notre mandat. Donc, mais tout investisseur peuvent à ce moment-là venir et dire, bon, on peut le faire, c'est pas compliqué. Le plus grand défi, c'est que il manque beaucoup de main-d'œuvre, de scientifiques. Il faut plus de personnes parce que vous réalisez que nous avons notre zone exclusive économique qui est d'une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés. Et en plus de ça, nous avons environ 400 000 kilomètres carrés de seabed qu'on est en train de co-gérer avec les Seychelles. Donc, il y a tout ça, mais nous n'avons qu'une poignée de scientifiques pour faire toute cette recherche. Nous avons tellement une grande superficie de mer, eh bien, il faut encore des scientifiques, et pour ça, il faut de ressources financières aussi. Par exemple, si on veut aller plus loin que nos côtes, il faut avoir soit un bateau de recherche, soit avoir des collaborations solides avec des autres pays pour pouvoir aller loin, parce que comme je vous dis, 2,4 millions de kilomètres carrés, c'est pas à côté, il faut aller assez loin, comme si la limite est assez loin. Donc, pour pouvoir aller jusqu'à là, pour trouver qu'est-ce que nous avons exploré avant, et puis, pour pouvoir développer, il faut avoir cette facilité-là. La lutte contre la pêche illégale, le renforcement des mécanismes de surveillance et de contrôle en mer figurent parmi les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour sauvegarder ces eaux, le continent compte également sur la collaboration des partenaires. L'Union européenne, à travers le programme Safe Seas Africa, permet une meilleure surveillance des eaux continentales. Un projet qui est mis en œuvre dans la zone océan Indien grâce à la Commission de l'océan Indien. Un centre régional de fusion d'informations maritimes est mis en place à Madagascar, alors qu'un centre de contrôle est basé aux Seychelles. Je vais vous présenter le Centre régional de fusion d'informations maritimes, qui est un centre à vocation régionale et dans 7 pays, les Comores, Djibouti, Kenya, Madagascar, Seychelles et Maurice, bien sûr la France, à travers la Réunion, font partie car il y a l'accord régional sur le partage des informations maritimes et l'accord de coopération en termes d'opération. Cette initiative
qu'on appelle l'architecture de sécurité maritime a été initiée lors des réunions ministérielles entre 2010 et 2013, lors des pics d'activité de piraterie dans l'océan Indien occidental. Le CRFIM a apporté pas mal de résultats dans la région, notamment le monitoring de la zone Joint Management Area, qui est le prolongement du plateau continental de Maurice et de Seychelles. Cette zone est gérée par deux traités développés donc par Maurice et Seychelles, et nous avons fait le monitoring pendant 1 an et nous avons découvert pas mal de navires d'intérêt et qui a suscité la réaction des autorités séchelloises et mauriciennes. Une opération a été menée dans cette zone et qui a abouti. C'était un navire taïwanais qui n'avait pas de pavillon et qui a été dérouté vers Maurice. Avec le Centre régional de coordination des opérations, nous avons mené des opérations contre le trafic de drogue. L'Afrique, avec ses 38 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, peut devenir un acteur clé de l'économie bleue mondiale. Mais le succès de cette transition dépendra de la capacité collective à protéger ces trésors marins pour les générations futures. L'océan Indien, moteur de vie et d'espoir, reste la fierté bleue de l'Afrique.